Ania Boukaya, Parc national de Port-Cros, Élise Krebs, Parc national de Port-Cros et Conservatoire botanique national. Pour rendre à César ce qui appartient à César, le nom d'Élise Krebs en premier aurait mieux convenu puisqu'elle a davantage travaillé sur cette présentation. Oui, je ne sais pas si je sais me servir de ça, on va voir. Le programme est porté par le Parc national de Port-Cros comme maître d'ouvrage et un soutien scientifique et technique de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Donc, Bagot est une réserve intégrale de parc national. Adrien en a parlé tout à l'heure, d'une surface de 59 hectares, comportant de nombreuses espèces patrimoniales, on y reviendra. Et en fait, l'objectif était l'éradication du rat noir pour les problématiques posées habituellement et des griffes de sorcières. Donc, le point a été évoqué précédemment par le docteur Appeng sur la richesse patrimoniale particulière, originale et endémique des milieux insulaires. Bagot ne déroge pas à la règle. Il y a de très nombreuses espèces rares. On peut faire juste un tout petit focus sur la remilée de Florent en haut à gauche, qui est une iridacée endémique d'une partie de l'archipel des îles d'Hyères et d'un seul point sur le littoral varois, ceci pour le monde entier, et le puffin de Méditerranée, qui est endémique de Méditerranée et qui est nicheur sur les îles d'Hyères comme sur les îles de Marseille, donc une responsabilité particulière du gestionnaire. Dans ce programme de restauration dont nous vous présentons aujourd'hui les résultats 6 ans après le début des opérations, est original et exemplaire tout d'abord parce que il a été précédé, il a commencé par ce que l'on appelle un état initial au moyen de protocoles scientifiques robustes qui sont reproductibles et qui ont d'ailleurs été refaits chaque année. Donc, avant les opérations d'éradication, pendant et maintenant ensuite, de façon à pouvoir tirer un bilan incontestable des opérations. Il est original aussi parce qu'il porte sur plusieurs espèces exotiques envahissantes en même temps, faune et flore, et on espère que ça va nous permettre tout d'abord de mieux connaître les mécanismes de restauration et de résilience des écosystèmes insulaires méditerranéens, d'améliorer les chances de succès et de réduire les coûts, en particulier en valorisant les résultats. Au niveau de la méthodologie, pour éradiquer le rat noir, donc l'éradication initiale s'est passée à l'automne 2011. Il y avait à l'époque 33 rats hectares, quand même, ce qui n'est pas négligeable. L'île a été quadrillée par un réseau de 21 km de layons dans des formations végétales préforestières très denses. Et 886 stations de piégeage à pâtage ont été posées, donc ratières et tubes en PVC avec toxique intégré. Et il n'y avait plus de traces de consommation des appâts en juin 2012. Donc cette méthode on bénéficie du soutien de l'INRA de Rennes, l'équipe du regretté Michel Pascal, mais toute son équipe continue de suivre l'opération. Donc consiste d'abord à piéger et ensuite à mettre du chimique. Et l'observation régulière sur les pavés ensuite sur les pavés toxiques permet de voir s'il y a des traces de dents de rat ou pas. À partir de juin 2012, on a installé les boîtes de sécurité que vous pouvez voir et que vous connaissez sans doute, 20 puis 31 stations permanentes qui permettent à la fois d'observer tous les 2 mois la présence éventuelle de traces de dents de rat et aussi peut-être de juguler une éventuelle réinfestation. Nous avons remis en place 2 contrôles sur l'ensemble de l'île avec un peu plus de 300 dispositifs à l'automne 2013 et à l'automne 2014 qui ont conclu au succès de l'opération d'éradication en 2014. Nous travaillons maintenant activement sur la possibilité d'interdire au moins le mouillage autour de l'île pour éviter une réinfestation possible, voire à l'élaboration d'une réserve marine intégrale. En ce qui concerne les griffes de sorcières, l'arrachage manuel a été privilégié. Là aussi, il y avait eu des études scientifiques de faisabilité pour tester différentes méthodes. La méthode de l'arrachage manuel de l'ensemble des rameaux et avec extirpation des racines et retrait de l'ensemble de la litière sous-jacente, puisque cette litière peut comporter jusqu'à 95% de griffes de Carpobrotus. Donc cette méthode a été privilégiée. En 2011, nous avons lancé la phase d'arrachage initial sur le plat
Donc toutes les taches blanches que vous pouvez voir sur la carto, donc environ 1 hectare. Et en 2012, nous avons lancé l'opération d'arrachage en falaise, donc les taches noires que vous pouvez voir, qui a nécessité l'intervention d'une entreprise spécialisée en travaux acrobatiques. Depuis, nous avons des phases de repasse chaque année sur les zones, qui ont subi un arrachage initial. Et donc vous pouvez voir sur le graphe de gauche que le nombre d'individus arrachés, évidemment, et heureusement pour notre morale, diminue entre la tranche 2012-2013 et la tranche 2014-2015. Donc ça, ce sont des placettes particulières sur le plat qui bénéficient de protocoles de suivi. Et a priori, on arrachera tant que ça repoussera. Donc probablement au-delà de 2019, qui est la première tranche de ce programme décennal de restauration de la réserve. Donc pour évaluer les effets de ces opérations d'éradication sur l'écosystème de l'île, des suivis ont été mis en place avant et après les opérations d'éradication, donc sur un panel de taxons de faune et de flore. Donc je vais d'abord vous présenter une partie de ces résultats. Donc en ce qui concerne les oiseaux nicheurs, plusieurs protocoles ont été mis en œuvre selon le type d'oiseau. Donc en ce qui concerne les passereaux, ce sont des IPA, c'est-à-dire des points d'écoute qui ont été mis en place sur l'île. Ici, vous voyez les résultats. L'éradication a donc été faite en automne 2011. Donc on a une année avant éradication et à partir de 2012, les suivis après éradication. On observe déjà une légère augmentation de l'abondance à partir de 2012 et une augmentation plus nette en 2014. Il faut savoir que donc, la principale espèce qui est présente sur l'île, c'est la fauvette mélanocéphale, donc en vert sur le graphe. Et c'est elle qui est responsable de l'augmentation de l'abondance principalement, sauf cette année. La deuxième espèce, c'est le rossignol philomèle, qui lui aussi a vu son abondance augmenter. Et en parallèle à cette augmentation d'abondance des passereaux nicheurs, on a aussi une augmentation de la richesse spécifique avec l'arrivée en faible nombre pour le moment de nouvelles espèces, comme la tourterelle des bois, le merle noir et l'engoulevent d'Europe. Donc les suivis qui vont avoir lieu dans les années qui vont venir vont permettre de pouvoir voir si ces espèces se maintiennent sur l'île, si l'abondance continue d'augmenter ou pas. Ensuite, les résultats concernant le phérodactyle d'Europe. Donc c'est un petit gecko nocturne qui va sortir donc la nuit pour se nourrir. Étant donné que le rat noir est aussi une espèce nocturne, il y a une prédation probable sur cette espèce ou au moins en tout cas un dérangement. Donc le protocole qui a été mis en œuvre à Bago donc a consisté à suivre des sites favorables aux phérodactyles et à les inspecter de nuit, à compter le nombre d'individus qu'on observe à l'abri, dans des fissures ou en dehors. Ici, on a une année avant éradication 2011 et 2 années après, et on voit une différence entre le nombre d'individus qui sont observés à l'abri et en dehors entre les années avant et les années après éradication. Donc avant éradication, on observait principalement des individus à l'abri, alors qu'après éradication, et notamment pour les subadultes, on observe plus d'individus dehors. Et ça, c'est encore plus net en ce qui concerne les juvéniles. On voit dès 2013 un changement dans le comportement et plus d'individus observés dehors. On peut mettre ces résultats en parallèle avec le nombre moyen d'individus qui est observé lors des suivis, et on voit donc qu'il n'y a pas de différence pour les adultes et les subadultes dans les différentes années, mais par contre pour les juvéniles, on voit une augmentation du nombre d'individus observés après éradication. Et ça peut signifier à la fois, soit qu'il y a effectivement plus de juvéniles, mais ça peut aussi simplement signifier qu'on les observait très peu avant. Donc on voit que l'éradication du rat noir a eu un effet positif sur le comportement du phérodactyle qui s'est remis à avoir un comportement plus typique, disons, qu'il a en l'absence de rat noir. En ce qui concerne la flore, donc on a mis en place des suivis sur des placettes permanentes. Entre les années avant et les années après éradication, on a observé une forte augmentation du recouvrement de la végétation indigène et une augmentation de la richesse spécifique qui a doublé entre les années avant l'éradication et après. Ici, vous voyez une photo donc d'une station avant éradication, donc où on a principalement la griffe de sorcière qui est présente. Et en 2013-2014, on voit que la végétation indigène reprend de la place.
Voilà, donc le recouvrement et la richesse spécifique ne sont pas des facteurs qui suffisent à eux seuls à expliquer, enfin à montrer la restauration de l'écosystème. On a donc analysé les spectres biologiques des différentes communautés végétales de l'île en comparant les écosystèmes restaurés, donc où il y avait des griffes de sorcières, et des écosystèmes vers lesquels, disons, pourraient tendre les zones restaurées. Donc la première zone en question elle se situe sur l'est de l'île, donc là c'est l'état 2014. On l'a comparé à une trajectoire possible, donc qui correspond à une communauté halo-résistante. Donc là, on remarque une évolution nette au fur et à mesure du temps du spectre biologique qui finit par se rapprocher très fortement de celui de la communauté de référence halo-résistante. La deuxième zone, donc plus à l'ouest, on l'a comparé à deux types de milieux différents. Un milieu halo-nitrophile qui est caractérisé par la forte présence de goélands qui enrichissent le milieu, et un milieu de mattorales bas. Donc là, on voit également une modification du spectre biologique au cours du temps, mais qui ne tend ni vers l'un, ni vers l'autre, ni vers l'une, ni vers l'autre de ces communautés. Donc il faut savoir que le mattoral bas est caractérisé par des phanérophytes, donc des espèces arbustives qui sont effectivement beaucoup plus lentes à croître. Et donc la restauration de ce type de milieu peut prendre plus de temps. Mais voilà, là c'est seulement des communautés de référence possibles auxquelles on a comparé, et peut-être que ce milieu évoluera vers autre chose. Donc ces opérations d'éradication et de suivi ont nécessité la mobilisation d'énormément de moyens humains, et notamment en 2011, l'année où a eu lieu l'éradication du rat noir. Et en amont de cette opération d'éradication, donc comme Annie l'a précisé, il a fallu ouvrir 21 km de layons pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'île et disposer des pièges sur l'ensemble de l'île. C'est ce que vous voyez en rouge sur le graphe. Donc l'éradication du rat noir en elle-même est l'opération qui a nécessité le plus de moyens. Donc vous voyez en vert, presque 700 journées hommes ont été nécessaires en 2011, et ça s'est poursuivi en 2012 par le contrôle des appâts chimiques. En 2012, l'éradication des griffes de sorcières en falaise, on voit qu'elle a nécessité plus de moyens que sur le plat en 2011. En 2013-2014, on passe là sur des opérations de contrôle, donc qui nécessitent moins de moyens, puisque seulement à peu près un tiers du dispositif est généralement mis en place. Et enfin, en 2015, on voit que les moyens sont encore plus faibles. Donc là, on est dans une phase où on a réussi l'éradication du rat noir, on est en passe de réussir l'éradication des griffes de sorcières. On est seulement sur des opérations de biosécurité qui nécessitent moins de moyens, et sur la poursuite, la mise en œuvre des suivis scientifiques. Donc voilà, pour conclure, ce programme, déjà on est quand même assez content des résultats et on souhaite poursuivre sur le long terme. Maintenant, notre orientation, ce serait d'ouvrir Bagot en tant qu'atelier scientifique international sur la recherche sur le changement global. De façon à mieux appréhender, sachant que sur une réserve intégrale, l'intérêt c'est quand même que on est soustrait aux impacts anthropiques directs, justement par le fait qu'il y a extrêmement peu de fréquentation. Une surprise et très agréable, c'est d'avoir des partenaires qui sont de plus en plus nombreux. Les partenaires financiers de la première heure ou de la deuxième heure, comme notre compagnie de transport maritime qui désormais nous finance également. La coordination scientifique, on en a parlé, très active et qui fait vraiment l'originalité et l'intérêt de ce travail. Les suivis scientifiques qui sont réalisés soit par l'IMB, soit par deux associations, Reptilvar pour l'herpétologie, DREAM pour la vie-faune. Et également des partenaires de plus en plus nombreux, des petites mains, parce que bien évidemment il faut des moyens financiers, mais aussi il faut des petites mains et des volontaires pour les nombreuses opérations de gestion. Donc en particulier, grâce au réseau Petites Îles de Méditerranée du Conservatoire du littoral, le domaine du Rayol, l'association Naturoscope en particulier. Donc vraiment quelque chose qui marche bien, qui est très fédérateur, qui permet à des gens d'horizons très variés de se réunir pour une cause commune. Je crois qu'on a tout dit. Merci pour votre écoute. Merci pour votre intervention. On a 1 minute s'il y a une petite question. Zut, alors on a trop.
Gilles Landrieux, Parcs nationaux de France. On aurait pu s'attendre, après un arrachage massif de Carpobrotus, à de fortes érosions et une difficulté pour la plante, pour les nouvelles, pour les espèces locales de s'implanter, non? En fait, il y a une zone qui était moins exposée, la zone côté est, moins exposée au vin, donc on n'a pas eu trop de problèmes de ce côté-là. La végétation a assez vite repris. Côté ouest, c'est vrai qu'on était exposé au Mistral. On avait un peu plus de questionnements là-dessus, et donc pour éviter ça, les griffes de sorcières arrachées, donc il faut savoir qu'elles sont laissées sur place, et notamment de ce côté-là, on les a mis on a fait des tas en forme d'andin, en fait, assez longs, pour justement limiter l'érosion. Et voilà. Donc on n'enlève pas toute la litière alors. Si, on enlève la litière. Si, absolument. On a mis les andins en limite de pente. Ça déterminait en plus les interventions entre les équipes sur le plat et les équipes en falaise. Mais pour en revenir à ta question de fond, là on a un cadrage scientifique solide, et puis il y avait eu vraiment une étude de faisabilité qui a été faite sur différents types d'arrachage, etc., sans enlever la litière, en enlevant la litière et en ressemant, etc. Et donc on a choisi la méthode intermédiaire. Mais en fait, ça fait 20 ans qu'on arrache des griffes de sorcières sur les îles et îlots, et qu'on sait qu'au bout de 2 ans, quoi qu'il arrive, eh bien, on va avoir un retour de la végétation indigène. Mettons que dans les grands pans effectivement inclinés, normalement, on évite de faire tout la même année, simplement, par contre, pour éviter ce problème-là.